Monaco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau Club Mounegou. Alors c'était un épisode qui n'était pas forcément prévu. On avait prévu de faire l'équipe type sur 4 épisodes. Au final, il nous a été proposé de pourquoi pas faire une émission aussi sur les résultats de vous, vos votes, chers auditeurs. Donc pour faire ce petit débrief de vos votes, je serai accompagné évidemment de Boris qui m'aura accompagné du coup sur la totalité des émissions. Boris. Ouais, voilà, émission un petit peu sérieuse, du coup il fallait un casting sérieux, donc voilà, ça me fait plaisir d'être là pour conclure ce cycle des équipes type all-time de l'AS Monaco. C'est ça, donc le 5e épisode, il sera donc avec ce sujet-là. Alors rapidement, on enregistre le mardi 28 avril au soir, donc évidemment il y a eu une grosse annonce dans la journée, la fin et l'arrêt officiel de la saison de Ligue 1 et des différentes également coupes nationales. Donc on y reviendra évidemment plus tard dans différentes émissions. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'éléments sur quel classement va être choisi, comment ça va être fait pour l'année prochaine avec les Coupes d'Europe, etc. Même si a priori, dans tous les cas de figure, Boris, on devrait pas être trop concerné par cette histoire d'Europe. Ouais, c'est vrai il y a un peu tout qu'à tourner comme rumeur, notamment la rumeur du coefficient UEFA des dernières saisons qui aurait pu nous permettre mais a priori c'est quand même pas ce qui est le plus mis en avant. Ça me semblerait pas non plus le plus justifié, le plus juste, même si on aimerait bien aller en Coupe d'Europe, hein, mais... Ouais, bien sûr, a priori, dans les 3 scénarios, on oscille entre la 7e et 9e place, donc de toute façon, même avec l'histoire des coupes annulées qui permettent d'avoir plus de place, en tout cas pour les tours préliminaires d'Europa League, dans tous les cas, on n'est pas concerné, donc de toute façon... on verra. En tout cas, d'ici là, on fera forcément des émissions sur un bilan de la saison, etc. Mais nous avons bien le temps, vu que de toute façon, il n'y aura pas de foot avant le mois de septembre a priori, donc nous avons encore de longues semaines devant nous avant de nous atteler à ces histoires. Dont on va continuer à vous proposer ces différents formats historiques, draft, etc., match magnéto, avant de s'attaquer à des sujets un petit peu plus actualité. En tout cas, pour revenir du coup au sujet du jour, Boris, donc c'est évidemment vos résultats de vote pour l'équipe type all-time. Alors on va vous donner ces résultats au fur et à mesure, on va faire poste par poste, mais dans un premier temps, on va déjà parler d'une première analyse globale, Boris, et ça c'est une chose, on pouvait s'en douter un petit peu. Est-ce que c'est triste? Oui, nous on est plutôt d'avis de penser que c'est le cas. C'est que, évidemment ça spoil un petit peu, mais aucun joueur d'avant les années 70 ne sont récompensés, et même pas sur le banc, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, on sait que on a une communauté, en tout cas sur celle qui peut nous suivre sur les réseaux sociaux, qui est présente sur les réseaux, qui écoute les émissions, qui est probablement plutôt jeune, et de toute façon des gens qui ont connu ces équipes des années 60, il doit plus en rester beaucoup. Nous on a fait l'effort un peu d'aller les documenter, mais c'est sûr que pour quelqu'un qui a pas forcément fait cet effort là, c'est dur d'aller mettre du niveau, d'aller se ressouvenir, d'aller retrouver des informations sur ce qu'étaient ces joueurs. Et du coup, voilà, ils en pâtissent fortement. En fait, j'ai même envie de dire qu'à part un ou deux totems, ce qui s'est passé avant les années 90, c'est très très compliqué. Voilà, il y a un ou deux totems, on reviendra dessus. Il y a des gens qui, voilà, par des stats impressionnantes ou parce qu'ils sont très connus par ailleurs pour l'équipe de France ou autre chose, s'imposent quand même. Mais au-delà de ça, globalement, je pense que les gens ont beaucoup de mal à resituer ce qui s'est passé avant les années 90.
à la fois pour des questions de génération, pour des questions de cycle aussi, sûrement le foot moderne, les années Wenger, c'est finalement un peu la date que nous aussi on avait retenue pour notre grande draft l'autre jour. Bah finalement elle montre que la césure que nous, voilà, la date qu'on avait pris, elle a un petit sens aussi dans cette optique-là. Après voilà, c'est dommage parce que on aurait aimé faire une équipe qui récompense toutes les générations de l'ASM, et bah surtout celle des années 60 était quand même très très riche en succès. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est que même si évidemment c'est une autre époque, évidemment on n'a pas vu les matchs, là on n'est pas sur une question d'affect, on n'était pas sur une question d'affect ou sur une question de niveau pur, c'était également évidemment en ligne de compte, évidemment c'était aussi important ces différents critères, mais on parle quand même de la première équipe championne monégasque donc en 61, on parle aussi d'une équipe qui fait le doublé coupe championnat en 63. Donc encore une fois, moi je me suis suffisamment battu pendant les différentes émissions pour que il n'y ait pas non plus que des joueurs anciens, parce que ça m'agace aussi le côté c'était mieux avant et les dernières générations c'était forcément moins bien parce que le foot a changé et que les joueurs restent moins longtemps. Mais il faut pas non plus, en tout cas à mon sens, tomber dans l'excès inverse et ne récompenser que des joueurs de l'équipe moderne. Alors après je dis pas est-ce qu'il faut en mettre 2, 3, un seul. Là, pour le coup, il n'y en a aucun, et même, on va y revenir quand vous verrez les votes, parce qu'au fur et à mesure, vous verrez sur les différents visuels que vous avez sur YouTube, vous aurez le détail de tous les votes, et en plus, vous allez vous rendre compte qu'en plus, ces joueurs-là, non seulement ils ne sont pas représentés, mais en plus, à l'exception d'un Michel Hidalgo qui s'en sort à peu près, et encore, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi par rapport à l'actualité récente et à son décès qui a fait qu'on a reparlé de lui. Mais sinon, tous les anciens grands noms donc, de cette époque-là sont vraiment très très loin. Donc, ouais, voilà, et puis il y a Hidalgo qui est aussi qui fait partie de ces gens connus par ailleurs et presque plus connus également. que ce qu'ils ont fait en dehors. Mais du coup, le nom est connu en fait et ça joue sûrement en sa faveur, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage maintenant. Mais on s'en doutait aussi un petit peu. Hein. On s'y attendait très clairement. En tout cas, avant de rentrer aussi sur le détail, j'avais envie dans un premier temps de dévoiler très légèrement et juste de vous proposer donc le podium, donc les 3 joueurs qui ont été les plus plébiscités. Donc ce podium, alors est-ce que c'est une surprise ou pas? En tout cas, sur la première marche du podium, on retrouve Ludo Giuli qui donc a eu un peu plus de 80% des votes. Le podium est donc complété par Fabinho avec 76% des votes. Et à la 3e position, on retrouve Manu Amoros avec lui 66% des votes. Alors, est-ce que ces 3 noms-là, Boris, ça te surprend qu'on les retrouve tout en haut? Et est-ce que c'est également surprenant que ça soit Giuli qui soit numéro 1? Oui, et ce qu'il faut forcément prendre en compte, c'est la concurrence aussi à chaque poste. Disons qu'ils sont pas tous face à la même concurrence. Je pense peut-être notamment à Manuel Amoros qui a peut-être concurrence un peu plus faible à son poste, même si pour moi il mérite largement d'être sur le podium. Les 2 autres noms me surprennent peut-être un petit peu. Enfin, Giuli, c'est pas une surprise parce qu'on sait tout l'affect qu'il y a sur lui de toute façon. On sait que c'est grosso modo c'est le joueur préféré de la fanbase. On l'avait tous mis, même nous. Hein, ouais, voilà. On l'avait mis, par contre, moi, il aurait pas été sur mon podium. C'était dans les 11, il était peut-être plus vers 9, 10, 11 que vers 1, 2, 3. Maintenant, effectivement, on l'avait tous mis et puis on sait que les gens l'adorent. Il est suffisamment récent. Voilà, quand c'est Patrice qui avait fait son tournoi des joueurs préférés, il avait gagné assez largement, assez haut la main. Sportivement, c'est pas déconnant du tout de le voir dans l'équipe. Pour moi, c'est pas non plus le mec que je mettrais en meilleur joueur de l'histoire de l'ASM, mais voilà, ça peut se justifier. Amoros, ça se justifie largement. Encore une fois, il n'a pas une énorme concurrence sur les latéraux, ne serait-ce que pour comparer face à un Ettori. Ettori, forcément, il est face à un candidat aussi qui est très sérieux. Et puis, Fabinho, effectivement, moi c'est un que j'avais même pas dans mes 18, mais qui était tout proche quand même. Lui, je pense qu'il joue, il bénéficie aussi de sa carte, de la carte temps, quoi, du fait que ça soit assez récent, parce que il y a des gros adversaires à son poste, mais qui finalement datent un petit peu. Le plus récent, sérieux, étant probablement Manu Petit, quoi, mais du coup ça fait presque 25 ans. Donc voilà, et puis bon, il y a forcément cette saison 2017 qui était assez énorme, mais oui, les résultats sont un petit peu surprenants si on réfléchit vraiment aux meilleurs joueurs. Après, je pense que si tu fais un sondage des meilleurs joueurs, c'est pas forcément ces 3-là qui arrivent en premier.
Il y aurait peut-être des joueurs dans les attaquants notamment, il y aurait peut-être, mais où il y avait plus de concurrence aussi. Oui, parce qu'au final, même donc Amoros qui arrive sur la 3e marche du podium, certes, évidemment, c'est un très beau score, mais comme tu l'as dit, il n'a pas une concurrence si haute que ça, et au final, si tu analyses un petit peu, 66%, bah, il y avait quand même une personne sur 3, du coup, qui ne le met pas dans son équipe. Donc, ce qui est quand même également beaucoup, je trouve, en tout cas. Mais Amoros, de toute façon, c'est déjà beau, on va dire, comme score, parce que c'est un des 2 seuls joueurs, je pense, qui a beaucoup de votes et qui n'a pas du tout joué à partir des années 90. Alors il est juste à la lisière, hein, mais sinon je pense que tous ceux qui ont beaucoup de votes ont joué au moins quelques saisons dans la décennie 90, même si certains ont beaucoup joué dans les années 80, mais ils ont aussi débordé là-dessus. Amoros, au final, il fait partie de ces très rares joueurs qui ont quand même réussi à avoir un peu de votes. Enfin, un peu beaucoup, quand même. Mais... En tout cas, voilà, on va pouvoir maintenant attaquer la compo. On va commencer par le poste de gardien de but. Donc c'est Ettori que vous avez décidé de mettre dans les buts avec 54% des votes. Il devance Barthez avec 29% et Roma 15%. Bon, Subasic a eu 2% des votes, donc évidemment c'est très très peu. Quand les 2 autres, vous le voyez sur le visuel, n'ont pas du tout été cités. Plutôt logique, Ettori, moi-même avait fait le choix de Fabien Barthez, mais je pense que pour le coup, Ettori titulaire, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, bah c'est un vrai. Il y avait un vrai gros duel à ce poste-là. Les gens ont quand même, je pense, effectivement récompensé la fidélité d'Ettori. Il le remporte assez largement au final, parce qu'il a quasiment 2 fois plus de votes. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'était mon choix aussi, c'était le choix de la plupart, mais ça reflète à peu près finalement la répartition qu'on pouvait avoir nous aussi dans l'équipe, où on devait être 5 Ettori, 2 Barthez, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. C'est bon. Il n'y avait pas de Roma et de Subasic par contre, mais ça c'est peut-être les plus jeunes. Les 15% de Roma sont assez étonnants, je trouve quand même. Mais bon. Il y a peut-être des gens qui ont un peu voté avec le cœur aussi, je sais pas, peut-être plus pour des chouchous, c'est possible. Sur le niveau, ça se défend pas trop. Bon, en tout cas, pas grand-chose d'autre à rajouter. On peut passer au poste de latéraux. Donc, on l'a dit, évidemment, Manu Amoros se retrouve titulaire en poste de latéral gauche. Et à droite, on va retrouver donc Willy Sagnol avec, vous le voyez, 37% des voix. On peut s'étonner peut-être de sa titularisation. Je sais pas, nous dans l'équipe on avait surtout fait le choix d'un luxe sonore ou d'un repositionnement de Claude Puel pour ma part. Claude Puel, on y reviendra un petit peu plus tard. Pareil, il n'y a pas non plus grand problème, je pense, à avoir ces 2 noms-là. À noter quand même que Patrice Evra est un solide 3e. Ouais, bah voilà, Sagnol Evra qui était quand même un petit peu loin chez nous, qui était des très bons joueurs, mais qui avait un peu moins de longévité. Un peu moins de longévité, puis un peu moins de palmarès aussi finalement, parce que alors Sagnol a quand même un titre de champion, Evra c'était juste une coupe de la Ligue, mais par rapport à, tu me diras, Sonore le palmarès c'est pas non plus, il doit y avoir eu un championnat, une coupe, mais il y a beaucoup de longévité. Bon, c'est Sonore, c'est sûrement européenne. Ouais, Evra aussi, tu me diras. Oui. Et une belle. Evra et Sagnol, c'est pas dramatique parce que c'est quand même 2 bons joueurs et qui ont été très bons à Monaco. C'est presque des joueurs qui aussi sûrement bénéficient de la carrière qu'ils ont fait derrière, parce que parmi les joueurs passés à Monaco et parmi ceux de cette liste-là, en fait, c'est ceux qui ont fait les plus belles carrières en club, probablement au Bayern, à Manchester. Et à la Juve aussi pour Evra. Après voilà, c'est des joueurs qui étaient un petit peu jeunes aussi à Monaco. C'est un autre rapport par rapport à un Sonore qui a atteint son pic vraiment à Monaco, qui a réussi à gratter l'équipe de France à ce moment-là. Mais bon, c'est pas des choix complètement déconnants non plus. La défense centrale maintenant, Marquez assez largement en tête quand même, avec près de 56% des votes. Mais j'ai envie de dire que Thuram aussi se détache assez facilement de la concurrence, parce qu'on le retrouve second avec 45% des votes. Schillaci, qui est 3e, donc est quand même relayé à bonne distance des 2 premiers. Ouais, voilà, là, c'est vraiment des joueurs de cette période-là qu'on a dit depuis les années 90, quoi. Thuram qui bénéficie aussi probablement, pareil, de son aura, de sa carrière. Et c'est vrai que Marquez, c'est intéressant à voir. C'est un joueur qui était revenu dans pas mal de nos équipes, je pense. Moi, c'était pas mon cas,
mais toi, je crois que tu l'avais en titulaire et t'étais pas le seul. Je pense que Damien l'avait notamment. Et c'est vrai que sur les 20 dernières années, c'est probablement le nom qui revient en numéro 1. Donc c'est assez logique. Après voilà, c'est sûr que ça relègue pas mal d'anciens. On peut penser à Battiston, on peut penser aux gars des années 80, enfin des années 60 pardon, les Arte et les Kelbel, à qui nous on avait essayé de faire une petite place, qui se retrouve assez loin. Et puis un menu petit, lui c'est un cas particulier, il paye sa polyvalence, il peut apparaître un peu bas dans chacun des. Oui, mais au cumulé, il sera sondages, au final très haut. Il se fait une place au cumulé. Moi, j'en parle parce que je me souviens que je l'avais mis central dans mon équipe. Oui, moi a eu aussi. quelques voix. Voilà, il a eu quelques voix à cet endroit-là. Mais voilà, c'est sûr que quand on tempère, on va dire un petit peu avec ce spectre des années 60 qui sont vraiment passés par la fenêtre, Marquez, Thuram, ça me semble assez logique finalement comme choix. Oui, très, très, très clairement. À moins, encore une fois, de faire le choix qu'on avait fait tous les deux. Mais moi, c'est vrai que je l'avais associé à Marquez de Manu Petit, parce que ça m'arrangeait de libérer une place au milieu de terrain. Au final, on va le voir tout de suite. Donc, on va passer au milieu défensif. Manu Petit se retrouve titulaire indiscutable. Alors, vous le voyez sur le graphique, il est à égalité avec Puel. Mais si on lui ajoute, et Bernardi d'ailleurs, mais si on lui ajoute ses votes qu'il a eu en défense centrale et ses quelques voix aussi au poste de latéral, au final il atteint quasiment les 50% de votes, donc il est quand même à bonne distance d'un Fabinho avec ses 76%, mais il prend du coup une place au milieu de terrain avec Fabinho. Pour le coup, je pense que moi, c'est là où j'ai le moins de problèmes en fait sur ce choix Fabinho Petit. Je trouve que c'est la plus logique. J'avais personnellement fait le choix, d'ailleurs un peu comme tout le monde, de Michel Hidalgo, mais Petit Puel, ça a quand même une bonne gueule aussi, quoi. Ouais, Petit Fabinho, tu veux dire. Petit Parce Fabinho. Que Puel, du coup, c'est vrai que c'est un des trucs qu'on peut noter, c'est que Puel passe à la trappe entre guillemets dans l'équipe des auditeurs. Dans l'équipe type en tout cas, oui. Ouais, dans l'équipe type, voilà, il sera pas très loin, il sera sur le banc. C'est un cas qui était un peu tangent aussi de nous dans l'équipe. Je crois que toi, tu l'avais fait une place en latéral, moi je l'avais quand même mis au milieu. Il y en avait peut-être quelques-uns qui l'avaient mis sur le banc. C'est sûr que c'est un joueur qui, sur son pur talent, a du mal à se faire une place dans cette équipe, et c'est sûrement ce qu'ont retenu les auditeurs. Et puis voilà, des plus anciens qui passent, qui prennent un peu cher, qui passent à la trappe, du type Biancheri, Ludo ou Hidalgo notamment, voilà, qui étaient des très grands joueurs de ces années 60. Hidalgo a un peu d'amour quand même, à quelques votes, mais on a un peu expliqué les raisons, mais voilà, sinon c'est des gens qui dans nos classements à nous étaient probablement un peu plus haut, notamment le vote qui est peut-être un petit peu déconnant là-dedans, c'est peut-être Bernardi, quoi, qui est vraiment haut. Qui bénéficie de cette aura, de cette équipe de 2004, quoi, qui est peut-être l'équipe préférée de la fanbase à mon avis. Ouais, c'est ça. Et donc Puel, au final, même en cumulant avec les quelques votes qu'il a glané au poste de latéral, ça lui suffit pas à passer devant, ni devant Petit évidemment, qui lui en cumulant est loin devant, mais pareil, ça lui suffit pas non plus à passer devant Willy Sagnol. Donc c'est pour ça que c'est Sagnol qui est titulaire au poste de latéral droit, et non pas Claude Puel, qui pour le coup par contre passe devant un Luxonor, mais pas devant Willy Sagnol. Au niveau des milieux offensifs maintenant, Boris, évidemment on l'a dit, Ludo Giuli truste largement la première place vu qu'il est même premier, tout poste confondu, et il sera accompagné, alors ce sont deux ailiers droits, donc ça peut poser un léger problème, enfin en tout cas à Monaco les deux ont occupé souvent le poste d'ailier droit. Il sera accompagné donc de Bernardo Silva qui cumule un petit peu plus de 50% des votes. Là encore, on peut regretter que certains joueurs de l'ancien temps n'aient pas du tout ou très peu été votés, et d'ailleurs même sans forcément remonter à l'ancien temps, mais nous on avait tous mis Glenn Hoddle, et là Glenn Hoddle se retrouve quatrième, mais un quatrième décroché du podium. Ouais, voilà, le podium c'est que des joueurs qui ont joué sur les années 2000, sur ces 20 dernières années, puisque c'est Giuli, Silva et Gallardo. C'est d'ailleurs assez intéressant finalement pour deux joueurs qui sont
très aimé, je pense, comme Bernardo et Gallardo, de voir quand même qu'il y a un petit écart là-dessus en faveur du Portugais. Est-ce que c'est le côté récent? Est-ce que les gens ont jugé qu'il était vraiment plus fort? Je sais pas forcément, mais ouais, du coup des joueurs comme Odell que nous on avait tous mis, ou même un Djorkaeff qui a été quand même un fort joueur et qui, à mon avis, mériterait d'être peut-être devant ces deux-là, se retrouve aussi assez loin. Et puis sans parler des anciens, on peut penser à Jean Petit notamment. J'étais curieux de voir son score, de voir s'il allait faire partie de ces totems-là. Des joueurs anciens mais qui de par le fait le nombre de matchs joués et puis aussi le fait qu'il soit resté au club pendant très longtemps après dans d'autres fonctions, c'est quand même quelqu'un qui est très connu, qui est très associé au club. Je pensais qu'il aurait peut-être plus de votes, mais voilà, il a eu que 2 votes malheureusement, donc il est très loin. Ouais, c'est ça, il a eu 2 votes, oui, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, même si de toute façon vous le voyez sur les visuels, on a réussi à accumuler 106 réponses. C'est pas si mal parce que ça demande quand même un certain travail, une certaine connaissance. Moi, je préfère à la limite qu'on soit un peu plus limité. On était monté évidemment plus haut sur les années 2010, mais ça permet quand même d'avoir une bonne idée des choses. Et c'est vrai que le voir avec seulement 2 votes ou un Théo aussi avec une voix, c'est un petit peu dur, mais bon, voilà. Encore une fois, on l'a bien dit en préambule, l'époque 90-2000 est évidemment plébiscitée, ce n'est pas une surprise. L'attaque maintenant, on va conclure avec l'attaque. Alors sans grande surprise, je pense, c'est Trezeguet qui a été le plus voté, un peu plus de 53% des votes, et il sera accompagné évidemment par Delio Onis, 41,5% des votes. Alors ils dominent les deux. Il faut noter quand même que c'est certainement le poste où il y avait la plus grosse concurrence, la plus grosse densité. En tout cas, c'est ce que moi je pense, avec le poste de défense centrale peut-être. Mais on l'a bien dit, la défense centrale, il y a quand même énormément d'anciens joueurs et qui, de fait, ont un petit peu été éliminés de ce vote. Mais est-ce que quand même voir Onis avec même pas 50% des suffrages, c'est quand même pas beaucoup. Ouais, c'est une surprise pour moi quand même qu'il soit que deuxième entre guillemets au Nice. Alors il sera dans l'équipe donc c'est le principal, mais de le voir derrière Trezeguet, je pensais vraiment qu'il allait arriver en numéro 1 et qu'il serait dans quasiment toutes les équipes types. Nous ça a été notre cas. C'est un mec. Podium, ouais. Ouais, c'est un mec on n'a pas vu jouer, mais on se sent presque obligé de mettre vu les stats quoi, vu le nombre de buts, vu le nombre de saisons. C'est quand même quelqu'un de très marquant, et je m'attendais effectivement à ce que ça soit beaucoup plus proche alors peut-être pas 100% encore une fois parce que pas mal l'ont pas vu, mais bon, je dirais que au vu de tous ceux qui ont sauté, c'est c'est le plus vieux en fait de ceux qui vont être dans l'équipe, donc c'est déjà pas mal de le retrouver. Voilà, les gens sans forcément bien visualiser qui il était, comment il jouait, je pense qu'ils ont tous en tête que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, que c'est même le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Et du coup, c'est fort justifié de le retrouver là. Du coup, avec Trezeguet, une attaque un petit peu franco-argentine. Alors même si Onis avait en plus encore un passeport italien. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence parce que il y a quand même 6 joueurs au-dessus de 10%, si je compte bien, ce qui doit être le seul cas dans tous les postes qu'on avait, quoi. Ouais, et puis il y en a même 2 qui sont à plus de 20%, donc c'est vrai que c'est quand même... Mais ça, pour le coup, ça m'étonne pas trop, mais voilà, je m'attendais à avoir un Trezeguet un petit peu plus bas et peut-être un Onis un petit peu plus plébiscité. Encore une fois, le plus important, c'est qu'il y est, et là, pour le coup, ça aurait été quand même sacrément dur de ne pas le voir, alors qu'il a quand même planté plus de 200 buts chez nous. Mais voilà. Bon, et puis net avantage forcément d'un Trezeguet sur un Falcao qui avait par exemple pour moi été une vraie hésitation sur le poste du deuxième attaquant, parce que pour moi au Nice ça bougeait pas. J'ai beaucoup hésité entre Falcao et Trezeguet, j'avais mis Trezeguet, j'avais mis Falcao et les auditeurs ont plutôt mis Trezeguet, et il y a un net avantage. Voilà, est-ce que c'est dû au Falcao qui a laissé une marque un peu amère pour certains de par son voire ses départs? Est-ce que c'est le côté carrière aussi en équipe de France ou le côté formé au club? Je sais pas forcément, mais Trezeguet, une belle cote d'amour, et puis assez surpris quand même de retrouver Henry
et Morientes en 4 et 5e. Je trouve un peu haut pour eux deux. Presque, enfin, Henry, je pense qu'on en fait enfin, à Monaco, c'est pas, ça me semble quand même pas justifié d'être aussi haut, ne serait-ce que par rapport à des, Kosu, on n'en parle pas, mais même ne serait-ce qu'un Sonny Anderson, par exemple, qui est assez bas. Oui, qui est très bas même, je trouve. Ouais. En fait, voir un tel écart entre Trezeguet et Anderson, quand on compare leur parcours, c'est assez marrant, encore une fois. Voilà, c'est sûrement France 98 qui joue beaucoup là-dedans, et 2000. Ouais, très clairement, Trezeguet, pareil, même si c'est Djouli qui a remporté le fameux sondage des joueurs préférés, je crois que c'était face à Trezeguet, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc on sait que c'est un joueur très apprécié par la communauté, on sait aussi que c'est pas spécialement mon cas. Pour le coup, ça me choque pas du tout de le voir titulaire. Personnellement, je mettais Falcao et c'était assez clair et évident pour moi que c'était au-dessus de Trezeguet. Mais je peux bien comprendre qu'on puisse mettre Trezeguet titulaire. Pour conclure maintenant cette équipe des titulaires, on va terminer avec le banc de touche. Ouais. Et par l'entraîneur. Alors là, pour le coup, ça fait peut-être un petit peu plus grincer des dents, ouais. Parce que vous avez quand même décidé de mettre... Enfin, en tout cas, la majorité des gens ont décidé de mettre Didier Deschamps entraîneur en chef de cette équipe. Là, pour le coup, j'espérais bien retrouver Lucien Leduc pour quand même représenter un petit peu les années 60. Je m'étais dit que peut-être que lui passerait le cut. D'ailleurs, au final, il a quand même 17% des votes. Ouais, il y a quand même eu un peu de monde. Ouais. Il est troisième. C'est même devant Hidalgo, voilà. Mais Deschamps en entraîneur mythique de l'AS Monaco, ça pique un peu quand même, je trouve. Ouais, je pense encore une fois que la majorité des gens qui ont voté de cette liste-là ont peut-être connu Deschamps, Jardim, Maximum, peut-être Puel. Et que du coup ils ont beaucoup basé leur choix là-dessus. Wenger a beaucoup de votes et il était, je pense, on a beaucoup mis le Duc. Je crois que Damien avait mis Wenger, donc il était représenté au moins une fois chez nous aussi. Mais je pense qu'on était beaucoup à voir Wenger potentiellement en 2 quoi. Oui, tout donc à fait. Le voir avec beaucoup de votes comme ça me va. Mais on peut imaginer aussi que c'est parce qu'il est très connu, parce qu'il est entraîné à Arsenal quoi, de manière assez prosaïque. Donc ça peut s'expliquer comme ça un petit peu aussi. Voilà, Deschamps pour moi sur ces 6 là, il est quand même plutôt vers le bas que vers le haut. Il est même pas sur mon podium. Alors toi t'avais lancé ce débat. Et si on avait gagné en 2004, oui. Là à la limite ça pourrait beaucoup plus se comprendre. Sans ça de mettre, enfin c'est le seul. Il est même pas champion de France quoi. Donc il y a une coupe de la Ligue. Bon c'est sûr qu'il y a la plus belle épopée européenne du club. On lui enlèvera jamais. Mais par rapport à des garçons qui ont gagné autant de titres, c'est con, mais même par rapport à un Jardim, quoi. En fait, ça me gêne presque, quoi. Jardim qui est champion et demi-finaliste de Ligue des Champions aussi sur la même saison. Et quart de finaliste 2 ans avant. Ouais, et qui avec un record de points, etc. Bon, Jardim lui paye aussi beaucoup, sûrement. Bien sûr. Sa cote d'amour ou de désamour avec le public, mais voilà, c'est un résultat qu'on arrive à s'expliquer entre nous, mais qui est un petit peu baroque. Ouais, un petit peu décevant, mais on pouvait s'y attendre, mais pour le coup, Deschamps, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à Wenger assez largement en tête. Bon, j'ai été assez surpris de voir que c'était la Def qui, d'un autre côté, est un entraîneur que moi j'aime beaucoup, mais bon, à Monaco, lui titulaire sur le banc, un petit peu plus de mal, mais bon. En tout cas, on va. J'aime bien la notion de titulaire sur le banc. Ouais, mais parce que c'est l'entraîneur, mais oui. On va pouvoir récapituler donc l'équipe et on va y ajouter le banc. Alors évidemment, on vous a pas demandé directement de voter pour un banc parce que ça aurait un petit peu complexifié tout. Donc on a décidé de prendre ceux qui ont le plus de votes derrière. Donc c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission de Boris. Peut-être que ça n'aurait pas complètement reflété le vrai banc. Peut-être que certains joueurs des années 60 et 70 auraient trouvé leur place sur le banc. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je pense quand même qu'on aurait eu à peu près le même banc, à peut-être 1 ou 2 différences. Parce que forcément, là, vous n'aviez le choix qu'à mettre 2 attaquants et non pas 4.
Au final, on se retrouve donc avec une équipe Ettori dans les buts, une défense Amoros Sagnol sur les côtés, en défense centrale Thuram Marquez, milieu de terrain Emmanuel Petit, Fabinho, et milieu offensif, bon, certes, les deux jouent plutôt à droite, mais c'est histoire de dire, Juli et Bernardo Silva, et une attaque très aiguë au Nice. Sur le banc, on retrouve évidemment pour le poste de gardien de but Fabien Barthez. Pour la défense, ça sera donc Patrice Evra et du coup Claude Puel qui bénéficie de son cumul de votes avec le milieu de terrain et le poste de défenseur pour passer devant certains défenseurs purs. Il n'y a pas de défenseur central sur le banc. Schillaci, qui était au final le troisième, au final a quand même beaucoup moins de votes qu'un Puel, donc il ne peut pas atteindre le banc. Le milieu de terrain est donc Bernardi et Gallardo, et en attaque Falcao et du coup Thierry Henry. Je pense que en termes de niveau pur, c'est très très fort, mais par contre c'est vrai que ça met quand même un petit peu de côté le côté longévité, le côté palmarès, qu'il ne faut pas oublier. Encore une fois, je me suis battu pour que toutes les époques soient représentées, pour qu'il n'y ait pas que du niveau. Et là, j'ai l'impression que, en tout cas chez vous, les auditeurs, ce qui ressort le plus, c'est que c'est le niveau avant tout, et très clairement, cette équipe-là, en termes de niveau, elle a de la gueule. Ah oui, ça c'est clair que c'est une équipe qu'on pourrait bien imaginer jouer dans le foot moderne. Il n'y a que Nice qui date d'un peu avant, mais qui finalement a un style presque un peu intemporel. Bon, le pur neuf qui a presque disparu aujourd'hui, mais qu'en tout cas, c'est sûrement un mec qui aurait pu jouer même dans les années 90 et début 2000 sans problème. Et bon, c'est un poste qui existe encore un petit peu quand même, mais qui est un petit peu en difficulté, on va dire, le pur neuf comme ça. Mais à part ça, ouais, c'est quand même des joueurs qui probablement sont, faudrait que je relise tout, mais qui sont probablement tous internationaux, qui ont fait quand même des assez belles carrières. C'est peut-être d'ailleurs que Puel et Onis, du coup, qui sont pas international, ouais. Non, Puel et Onis, ouais. Qui sont les deux exceptions. Donc, c'est une belle équipe. C'est une équipe que, voilà, je prends essentiellement, on va dire, comme une équipe type depuis les années 2000, avec quelques petites touches par-ci par-là de joueurs un peu historiques qui ont suffisamment marqué les gens pour être ancrés et pour gagner leur place là-dedans. On refera peut-être un sondage pour quelle est votre équipe type des années 60. Ouais, là, je pense qu'on peut avoir 10 votes, hein. Ouais, mais c'est vrai que voilà, au final, comme tu l'as bien dit, donc les titres 61 et 63 ne sont pas représentés. Le titre 78 est donc représenté par Ettori. C'était ses tout débuts, mais il était déjà là. Et Delio Onis, si je dis pas de bêtises, Puel n'était pas encore dans cette équipe-là. Donc après, voilà, on commence avec 82, donc avec toujours Ettori, mais bon, qui lui a traversé 18 ans, donc forcément. Des titres, il en a 3, en tout cas des titres de champion de France, mais voilà, après, ouais, comme tu l'as bien dit, on retrouve Amoros des années 80, et après, il faut attendre Lilian Thuram et Manu Petit, quoi. Mais je pense aussi que Petit, c'est un peu moins vrai, je pense, parce que très clairement, chez nous, il était déjà un monstre, mais les gens se sont beaucoup basés sur ce que les joueurs sont aussi potentiellement devenus pour un Thuram, quoi. Qui est devenu, oui, peut-être la référence à son poste pendant quelques années, mais c'était pas forcément le cas chez nous. Ouais, et puis bon, de toute façon, tu vois qui devance. Il devance Schillaci, il devance JV, il devance Glick, oui. Donc à la limite, moi ça me va, que ça soit Thuram. Oui, c'est vrai. À la limite, le mec qui aurait pu discuter, c'est peut-être Battiston, mais qui arrive encore après tout cela, qui doit être du coup 5-6e, quoi. Ou sur le niveau, t'aurais pu discuter entre Thuram et Battiston, mais c'est pas non plus un scandale de mettre Thuram. Non. Après, c'est les mecs des années 60, quoi, sinon. Mais là, eux, ils partent de vraiment trop loin. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ils partaient de trop loin. En tout cas, bon, je sais pas. Si t'as envie de conclure, hein, on va pas non plus faire trop long. Hein, c'était juste histoire de vous présenter les résultats. Non, c'est vrai que on s'est longtemps posé la question de faire. Toi, tu nous poussais à faire cette émission.
on était plusieurs à être un petit peu réticents sur le côté, beaucoup de joueurs que nous on n'a pas vu jouer, on était un peu mal à l'aise d'en parler. C'est un peu ce travers-là finalement qu'on retrouve dans ce vote-là en fait, c'est que c'est des gens qui n'ont pas vu forcément ces joueurs-là et qui du coup ne les récompensent pas. Nous du coup on a fait la mission, on s'est quand même du coup engagé à aller faire ce travail de recherche. Ça couvre pas forcément le fait d'avoir vu les joueurs, mais voilà, on a quand même pu récupérer pas mal d'infos, on a bossé le truc et du coup on espère aussi que ça a informé les gens, que ça a un peu éduqué les gens et que ça leur donne envie aussi d'aller creuser par eux-mêmes par après. À l'évidence de ce sondage, il y a encore du boulot là-dessus, donc il faut qu'on continue à faire des émissions historiques, mais en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à le faire et on espère que ça aura plu à pas mal de gens. Ouais, et puis on vous proposera aussi des formats qui mettront peut-être un petit peu plus la part belle à ce genre de composition finale, donc à savoir peut-être des équipes sur les joueurs préférés, sur le niveau global en carrière, ou là peut-être que des joueurs un peu plus modernes qu'on a vu évoluer dans des grands clubs européens, être champion du monde, être champion d'Europe, passeront devant des joueurs des années 60 qui n'ont pas eu la chance de vivre tout ça. Mais là on était, en tout cas dans l'idée globale, on était plus sur un côté légende du club, et du coup il nous semblait un petit peu compliqué de ne pas du tout récompenser cette décennie 60 qui au final est peut-être la plus belle, en tout cas sur le plan national. Évidemment il n'y avait pas encore trop l'Europe à cette époque-là, mais sur le plan national elle est quand même très bonne, avec 2 titres de champion et 2 coupes, voilà, il faut quand même pas l'oublier. Donc voilà. Comme les années 80 finalement. Oui, c'est vrai que les années 80 ce sont également une très très grosse, mais les années 90 aussi, mais bon, il n'empêche que les années 60 auraient mérité, en tout cas sur les 19 noms, d'en voir figurer ne serait-ce qu'un ou 2. Ouais. Voilà. Bon, voilà, en tout cas Boris qui conclut cette petite émission bilan, et qui conclut également cette série sur l'équipe all-time de l'AS Monaco. Vous allez retrouver toutes les compos sur nos différents réseaux, donc nos 7 compos de membres de Radio Diagonale, et évidemment la vôtre de composition. Merci messieurs de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous à minima, ça sera jeudi prochain. Et un Monaco champion de l'an 2000. Et un Monaco champion de l'an 2000 qui sort lundi. Qui sort lundi et qui sort sur le titre de champion. Là, quand même, il est temps. On arrive à la fin de saison, on arrive à la fin, donc voilà, je spoil pas, mais ça va bien se finir. On va être champion. C'est dans le titre, de toute façon. Il te reste 2 épisodes. Ouais, voilà, un épisode sur la fin de saison et le titre de champion, puis un épisode un peu épilogue sur plus l'après, l'héritage, ce qui s'est passé la saison d'après, et puis même encore un petit peu après. Ok, bon, impeccable. Donc ça se terminera pas si bien finalement. Non, c'est pas faux. Vous retrouverez tout ça donc dès lundi 18h sur notre page, et la prochaine grosse émission, ça sera jeudi prochain. On ne sait pas encore le sujet, est-ce que ça sera actu, est-ce que ça sera historique, est-ce que ça sera un nouveau format. Nous verrons. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. D'ici là, portez-vous bien et daguez-nous les goûts. Et bisous.